comme tous les mardis soirs, nous passons à la chronique de Bélir, votre programme hebdomadaire avec Bélir Nabli, professeur des universités en droit public et cofondateur de Chronique, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur, Bélir Nabli, de multiples ouvrages, dont L'État, droit et politique aux éditions Armand Collin et Relations internationales aux éditions Pédone. Bélir Nabli nous livre donc son expertise une fois par semaine sur la politique nationale et internationale dans cette émission qui analyse sans détour deux faits majeurs de l'actualité. Un fait en l'occurrence aujourd'hui. De quoi les négociations en Ukraine sont-elles le nom? Faut-il accepter à tout prix un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine? C'est la question qui divise les Européens en ce moment, eux qui voient Donald Trump changer totalement la stratégie et refuser de continuer de financer l'OTAN pour ce conflit qui n'en finit plus de durer. Et l'administration américaine ignore royalement l'Union européenne et en conviant la Russie à des discussions inédites depuis 2022. Les chefs de la diplomatie des États-Unis et de la Russie donc se sont réunis ce mardi à Riyad en Arabie Saoudite. Une première depuis le début de l'attaque russe en Ukraine. Les deux délégations sont convenues d'établir un mécanisme de consultation pour régler leurs contentieux et vont nommer des négociateurs pour le règlement de la guerre en Ukraine. Est-ce l'humiliation ultime pour les Européens? Est-ce vraiment raisonnable de continuer ce conflit aussi? Dans quelles conditions doit se faire un accord de cessez-le-feu? Également, on se posera la question d'un basculement éventuel dans l'ordre international. Le centre du monde, ce n'est plus l'Europe. On en parle avec toi, Bélir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on peut rebondir directement sur ma question des réunions, des discussions qui ont lieu donc à partir d'aujourd'hui à Riyad, les États-Unis autour de la table, la Russie, Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe autour de la table. On a l'impression que les Occidentaux, dans le sens large, qui comprenaient notamment les Européens dans la conception qu'on en a, sont totalement divisés. Alors, non seulement ils sont divisés, mais surtout, on assiste à une accélération de la marginalisation de l'Europe. Et là, c'est très intéressant parce que ça s'inscrit dans une histoire longue. Cette histoire longue, elle nous renvoie finalement à la fin de la Première Guerre mondiale. Jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, le centre du monde, c'était l'Europe qui concentrait l'essentiel des puissances mondiales, en particulier l'Angleterre, la France, l'Allemagne, avec à la marge la montée en puissance des États-Unis et du Japon. Mais l'Europe restait le centre du monde. Et puis, il y a eu le premier coup de canif, un premier déclassement eu égard au coût humain, militaire, politique de la Première Guerre mondiale et surtout la Deuxième Guerre mondiale qui a achevé ce déclassement qui a abouti au nouvel ordre international structuré autour de la puissance américaine. Et depuis, c'est le même mouvement auquel on assiste, celui de l'affaiblissement ou du décentrement, de la marginalisation. Certains parlent même de la provincialisation de l'Europe, là où est née l'idée d'État, là où est née l'idée même de relations entre États, l'idée de droit international entre souverains, tout cela est remis en cause. Donc c'est saisissant, c'est historique. Et ça se traduit par ces images où finalement l'avenir d'un pays européen, l'Ukraine, est réglé par deux puissances non européennes, la Russie et les États-Unis, sans que les Européens n'aient véritablement leur mot à dire. Et tout cela en plus en Arabie Saoudite, c'est-à-dire avec en toile de fond ce nouvel ordre international marqué par la montée en puissance d'un Sud global qui veut avoir son mot à dire dans cette reconfiguration-là, qui, encore une fois, se traduit par un déclassement de l'Europe. Emmanuel Macron disait il y a quelques années que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Est-ce que l'erreur des Européens n'a pas été justement de passer sous pavillon américain à travers l'OTAN et d'être définitivement des assistés de la puissance américaine ? C'est l'une des deux voies, l'une des deux options auxquelles ils étaient soumis, ou en tout cas auxquelles ils avaient le choix. Mais ce qui est à la mode, disons que l'ambition n'était plus précisément d'assumer cette dépendance, mais
au contraire, de basculer dans une forme d'autonomie, d'indépendance stratégique. Il faut reprendre un peu les termes du président Macron depuis 2017, qui a eu à la fois le mérite de mettre en avant cet enjeu publiquement. Je te renvoie au premier discours de la Sorbonne, septembre 2017, où il parle de souveraineté européenne et d'autonomie stratégique dans un deuxième temps. Mais derrière ce bon point, si j'ose dire, discursif, politique, force est de constater qu'il n'a pas réussi à convaincre ses partenaires et à traduire en actes politiques conséquents ce discours-là, notamment à travers des avancées dans le sens d'une armée européenne et d'une diplomatie européenne. Donc il y a ce contraste-là et ça donne ce résultat où les Européens ne sont pas au rendez-vous, où ils sont toujours en retard par rapport à des engagements ou à des discours qu'ils ont depuis un certain nombre d'années. Et ils sont d'autant plus coupables, de mon point de vue, que Donald Trump les avait avertis. Il n'a pas cessé de les avertir depuis au moins son premier mandat, les renvoyer à leurs responsabilités par rapport à leur propre sécurité en disant qu'il fallait assumer le coût de cette sécurité et les inviter par... indirectement à assumer leur propre indépendance d'une certaine manière. Eh bien, non, parce qu'ils n'ont pas franchi le Rubicon, parce qu'en fait, il y a des divisions entre les Européens. Tu as d'un côté ce discours volontariste français qui s'inscrit lui aussi dans une histoire. Depuis De Gaulle, en fait, il y a cette volonté de s'autonomiser vis-à-vis des États-Unis et qui se traduit notamment par ces idées d'Europe puissance, d'Europe de la défense, qu'a essayé d'incarner et de porter les Français, mais sans arriver à convaincre ses partenaires européens, qui plus est, qui n'ont pas cessé de se multiplier au gré de l'élargissement de l'Union européenne. Et ça donne quoi? Ça donne bien ces États européens qui, eux, au contraire, n'arrivent pas à couper le cordon ombilical avec les États-Unis. Ils sont plus convaincus, en fait, par cette situation de confort consistant à dépendre des États-Unis à travers le système otanien que de basculer dans une forme d'autonomie stratégique à la fois nationale et européenne. Et à partir du moment où on n'arrive pas à basculer, eh bien, en fait, la seule solution, c'est peut-être de constituer un noyau dur entre Européens convaincus de la nécessité de constituer une vraie armée et d'une vraie diplomatie relativement autonome et qui puisse assumer sa sécurité face à un monde qui se structure autour d'empires. Alors donc c'est la panique totale chez les Européens. Et pourtant, il y a encore un mois seulement, Emmanuel Macron, le grand chantre de l'ambiguïté stratégique, déclarait, c'était pendant les vœux aux armées, être littéralement prêt à tout pour que l'Ukraine puisse l'emporter dans cette guerre. On va l'écouter. L'enjeu aujourd'hui est de donner les moyens à l'Ukraine de durer et d'entrer dans toute future négociation en position de force. L'enjeu demain, quand les hostilités s'arrêteront, sera de donner à l'Ukraine des garanties contre tout retour de la guerre sur son territoire et des assurances pour notre propre sécurité. À cela, l'Europe doit prendre toute sa part, comme nos armées le font déjà sur le flanc Est dans le cadre de l'Alliance. L'Europe devra prendre toute sa part, car c'est par ces garanties de sécurité et au-delà l'architecture de sécurité que nous bâtirons, que là aussi nous défendrons souveraineté et sécurité. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de dire qu'il ne peut pas y avoir de paix et de sécurité en Europe sans les Européens et sans qu'elle ne soit négociée par les Européens. Alors, en une déclaration, j'ai envie de dire qu'on mesure l'impact, le poids à la fois de la diplomatie française, mais aussi de la diplomatie européenne, sur tout ce qui se passe sur le réel. Parce qu'on parle de déclarations qui datent du 20 janvier. Il n'y a même pas un mois, je parlais d'un mois, mais il n'y a même pas un mois... Aujourd'hui, les faits sont en train de donner tort au président de la République. C'est là où le bas blesse, c'est que c'est à la fois un discours fort, volontariste, il y a une volonté politique qui est affirmée, et en même temps qui traduit une déconnexion avec le réel, une incapacité à joindre cette ambition, ce volontarisme-là, avec l'état des rapports de force, notamment de la force des Européens. Pour être plus concret, et pour illustrer ce décalage, c'est le cas de l'Ukraine. Ce qui est impressionnant actuellement, c'est que dans les négociations entre Américains et Russes, le postulat, l'élément de départ, ce n'est pas la souveraineté de l'Ukraine.
Et en même temps, c'est-à-dire que d'une certaine manière, Poutine a déjà pratiquement un point acquis de ce côté-là, à savoir que les Américains ne conditionnent pas leurs négociations finalement au fait que les Ukrainiens puissent recouvrir l'intégralité de leur souveraineté sur l'ensemble de leur territoire. Deuxièmement, Zelensky répète avec les Européens qu'il était impossible d'aboutir à un accord de paix sans l'accord des Ukrainiens, ce qui est complètement logique et conforme au principe de la souveraineté ukrainienne, dans la mesure où c'est quand même le pays agressé, le pays occupé. On va l'entendre si tu veux. Mais je termine juste et tu verras. Mais vas-y, oui. Pour illustrer précisément cette tension, c'est que d'un côté, donc, tu as la souveraineté de l'Ukraine qui est réaffirmée, et en même temps, tu as le réel. Le réel, c'est quoi ? Si Américains et Russes trouvent un accord que les Ukrainiens ne veulent pas, auquel les Ukrainiens ne voudraient pas souscrire, qu'est-ce qui va se passer ? Trump va se retirer du jeu ou va faire payer ce non-soutien ukrainien à l'accord obtenu en se retirant du soutien, en remettant en cause le soutien plein et entier des Américains auprès des Ukrainiens. Or, précisément, tu as d'un côté la souveraineté formelle, la souveraineté de principe des Ukrainiens, et de l'autre une réalité qui est celle de la dépendance des Ukrainiens dans cette guerre vis-à-vis des États-Unis. Comment continuer à faire la guerre à la Russie sans le soutien plein et entier des États-Unis ? C'est inconcevable. Même les Européens, s'ils devaient s'engager à un niveau, à une échelle tout autre, ne pourraient pas se substituer aux Américains. Donc, tu as la réalité. Tu as la réalité de qu'est-ce que ça veut dire être souverain. Tu n'as pas envie de signer cet accord que tu trouves injuste. Est-ce que tu es prêt pour autant à continuer une guerre dont tu n'aurais pas les moyens de gagner ? Et l'équation, elle est impossible, en fait, pour Zelensky. Elle est impossible, et c'est en ce sens que, d'une certaine manière, c'est une tragédie pour les Ukrainiens, ce qui est en train de se jouer, parce que ils vont continuer naturellement à rappeler les fondamentaux, le principe de base, leur souveraineté sur leur territoire, et le fait de devoir donner leur accord à ce qui va être conclu. Mais dans les faits, ils sont dans une position où ils ne sont pas libres d'accepter. On voit quand même qu'il y a une petite inflexion, ou du moins même dans le temps, depuis l'élection de Donald Trump, Volodymyr Zelensky qui se montre plus ouvert à la discussion qu'il y a quelques mois. On va l'écouter d'ailleurs, Volodymyr Zelensky, sur ces négociations. L'Ukraine ne participera pas. L'Ukraine ne savait rien. L'Ukraine considère une négociation sur l'Ukraine sans l'Ukraine comme étant dépourvue de résultats. Nous ne pouvons reconnaître aucune chose, ni aucun accord nous concernant sans nous, et nous ne reconnaîtrons pas de tels accords. Et à cette déclaration, le porte-parole du Kremlin a répondu également. On écoute Dmitri Peskov. C'est le droit souverain de tout pays. On parle de processus d'intégration économique. Ici, personne ne peut dicter quoi que ce soit à un pays, et nous n'allons pas le faire. Nous avons une position complètement différente sur les questions liées à la sécurité, à la défense ou aux alliances militaires. Ici, nous avons une approche différente, et elle est bien connue de tous. Bélier, la Russie boit du petit lait d'une certaine façon en voyant l'Union européenne s'effriter, se décomposer d'une certaine façon devant la toute-puissance américaine qui lui est plus favorable, ou du moins qui lui tend la main. Pour le moins. Encore une fois, il faut en revenir au postulat des négociations des discussions qui viennent d'être ouvertes officiellement, puisqu'elles ont déjà eu lieu depuis l'entrée en fonction du président Trump, si ce n'est même avant. Et il y a un autre élément. J'avais souligné le fait que la souveraineté pleine et entière de l'Ukraine sur l'ensemble de son territoire n'était plus sur la table. Il y a un autre élément. C'est l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme condition de sa sécurité. Cela aussi n'est plus un acquis ou un élément constitutif de la négociation, parce que les États-Unis de Trump n'y tiennent pas forcément comme un préalable à la conclusion d'un accord. Donc, autrement dit, ce sont des négociations qui partent sur les bases de la manière dont
Poutine conçoit la paix. C'est ça qui est assez spectaculaire. Parce que Poutine a toujours dit qu'il était pour, naturellement, un accord de paix, mais à ses conditions. Non remise en cause des territoires conquis et pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Ces deux éléments semblent acquis dans l'esprit des négociateurs américains. Et en ce sens, ce sont d'emblée des défaites diplomatiques pour les Ukrainiens et les Européens. Est-ce que dans la progression de cette façon de gérer la crise ukrainienne, il y a eu des erreurs fatales? Au début, on se souvient qu'Emmanuel Macron était plutôt en faveur du dialogue et qu'il a été un petit peu mis de côté dans la communauté européenne parce que lui promouvait le dialogue avec Vladimir Poutine. Est-ce que le fait de s'emmurer par la suite a été fatal pour les Européens, pour Emmanuel Macron aussi peut-être? C'est quelles que soient les scissions et les conflits, est-ce qu'il faut continuer le dialogue, avoir des canaux de discussion quand même? Oui, par définition, entre monstres froids, c'est-à-dire les États, ils ne sont pas là pour répondre à des représentations morales. Et ce sont des entités politiques qui ont des intérêts qu'elles doivent défendre. Et donc, bien sûr que le principe de l'échange, voire de la négociation, doit être un principe de base. Mais ce que je trouve, ce qui a joué dans ce que tu as rappelé, ce sont les tergiversations, en fait. Tergiversations d'un seul et même État, le cas de la France est remarquable, mais aussi les divisions entre Européens. Et c'est ça qui a joué dans un premier temps en faveur de Vladimir Poutine. Et là, il y a la responsabilité des Allemands en particulier à pointer. Mais pour revenir sur un autre élément, c'est-à-dire ce qui se joue aujourd'hui et demain, savoir finalement comment répondre à cette responsabilité historique qui consistera à assumer notre propre sécurité en dehors de toute dépendance américaine. Il faut bien aussi savoir ce que ça veut dire concrètement. C'est en cela aussi que c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que si tu poses simplement comme objectif une forme d'indépendance stratégique, je ne vois pas comment tu peux être contre. Ensuite, quand tu prends en considération ce que ça signifie d'un point de vue budgétaire, c'est-à-dire notamment des choix financiers, des choix budgétaires qui consisteraient notamment à augmenter les dépenses militaires en défaveur d'autres dépenses de nature notamment sociale, et quand on sait l'état de nos services publics en particulier, là, pour le coup, ça devient plus aigu comme problématique. Tu vois, si on bascule du jour au lendemain, pas forcément dans une économie de guerre, mais au moins dans une forme de course à l'armement ou une course au renforcement de notre défense. Emmanuel Macron te répondrait que c'est parce que les frontières de l'Ukraine sont les frontières de l'Europe et que c'est l'intégrité de la France aussi qui est en danger avec cette menace russe en Ukraine. C'est une manière de voir les choses. Ça peut se défendre, bien sûr, d'un point de vue stratégique, déjà, dans la mesure où si tu prêtes l'oreille à Vladimir Poutine, il y a quand même eu des signes ou des indices de bellicisme qui peuvent amener à considérer qu'après la guerre en Ukraine, ça ne signifierait pas pour autant un point final dans la séquence qu'il a ouverte avec l'agression de l'Ukraine en février 2022, dans la mesure où celle-ci, en fait, est intervenue à la suite d'autres agressions. Donc, ça tendrait à alimenter la thèse d'Emmanuel Macron, mais en même temps, on peut aussi imaginer une autre... cela renverrait aussi à la responsabilité des peuples, des peuples européens, du peuple français lui-même. Est-ce qu'il considère véritablement que la frontière entre la Russie et l'Ukraine, en particulier, relève de notre propre frontière, au moins symbolique? Là, pour le coup, la conviction, je ne crois pas qu'elle soit complètement acquise. Et c'est en ce sens, encore une fois, que même si parfois il a des intuitions intéressantes, le président Macron, là où sa démarche pêche, c'est qu'il a du mal à convaincre. Il ne convainc pas, et il ne convainc pas notamment les Français sur le fait que l'avenir par exemple, l'avenir de la sécurité de la France se joue en Ukraine. C'est pas quelque chose d'acquis. Et s'il n'arrive pas à convaincre de cette équation-là,
Je ne vois pas comment tu peux basculer dans une forme de course à l'armement ou voire dans une économie de guerre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a jamais vraiment basculé dans une économie de guerre, alors que lui, il a essayé de nous faire croire non seulement qu'il fallait le faire, et qu'on avait commencé à le faire, ce qui n'est pas vrai en vérité. Du point de vue américain, comment tu expliques cette carte un peu différente que joue Donald Trump, qui est pacifiste quand il s'agit de l'Ukraine et qui joue la carte de l'embrasement à Gaza. Comment l'expliquer au final? On a du mal à décrypter la logique dans la stratégie internationale du président américain. J'ai l'impression, tu as raison de souligner un contraste, une contradiction, voire un paradoxe apparent, parce que je pense que malgré tout, il y a le même prisme, la même clé de lecture. Lui, la manière d'aborder finalement les relations internationales, y compris avec ses alliés stratégiques, c'est un prisme économique et commercial. Et c'est une clé qui, effectivement, permet de mettre de la cohérence là où on a l'impression que c'est complètement désordonné et irrationnel. La rationalité, elle est économique. Ce n'est pas fondamentalement un faiseur de paix, en gros. Non, il est pour la paix. Toi, tu vas parler de pacifisme, mais il est pour la paix lorsque cette paix revêt un intérêt économique pour les États-Unis, tout simplement. Pour lui, ce qu'il voit, c'est la fin de la guerre en Ukraine comme un point où la voie d'accès au marché russe, plus que jamais pour les entreprises américaines, et une voie d'accès aux richesses, aux ressources naturelles ukrainiennes. Et là, pour le coup, effectivement, pour un businessman comme lui, la paix est une opportunité économique et commerciale. De la même manière que ces idées loufoques sur Gaza, elles sont animées, encore une fois, par un prisme économique et commercial, mais qui, là, pour le coup, en étant trop étroit et trop déconnecté du réel sur le plan politique, fait qu'on n'y croit pas, ou qu'à minima, s'il devait aller jusqu'au bout de son plan pour Gaza, tout cela s'accompagnerait de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais c'est peut-être malheureusement quelque chose qu'il ne faut pas ignorer ou balayer d'un revers de main, dans la mesure où l'une des données véritablement de ce nouvel ordre international et les négociations actuelles entre Russes et Américains viennent conforter cette donnée, à savoir que le droit international est devenu secondaire. Il est marginalisé de toutes parts, il est marginalisé comme vecteur de régulation des relations internationales, comme vecteur de résolution des différends, des conflits. Et c'est la loi du plus fort qui prévaut à Gaza comme en Ukraine en vérité. Tu parlais de basculement de l'ordre mondial. Est-ce que cette guerre en Ukraine n'est pas le point final, comment dire, ce qui va sceller un petit peu la confiance du reste du monde, de ce qu'on appelle le Sud global vis-à-vis des Occidentaux, parce qu'on a vu énormément de contradictions quand on parle de violation de souveraineté de la Russie en Ukraine, mais qu'on est incapable de prendre des sanctions aussi fortes qu'on a prises concernant la Russie, concernant Vladimir Poutine, contre Paul Kagame, par exemple, au Rwanda, qui agresse son voisin et qui arrive à avoir des partenariats stratégiques avec l'Union européenne. Il y a énormément de contradictions qui font que, effectivement, l'ordre mondial ne sera plus centré sur les Européens, parce qu'ils se sont trop souvent contredits. Oui, tu as raison, mais malheureusement, j'ai l'impression que même les Européens ont intégré ce cynisme officiellement, je veux dire. Tu remarqueras qu'ils n'invoquent plus le droit international, ou beaucoup moins. Ils invoquent leur sécurité. Donc c'est réaliste. C'est réaliste. Ils invoquent la sécurité. Et s'ils invoquent la souveraineté territoriale, la souveraineté de l'Ukraine, c'est parce que c'est un vecteur de sécurité pour l'Europe. C'est pas en tant que principe de base du droit international. Et là, pour le coup, oui, c'est là aussi un autre signe de ce basculement qui consiste dans la marginalisation du droit international comme vecteur. On n'a affaire qu'à des monstres froids qui sont animés par leur survie
en particulier pour les Européens et pour l'Ukraine, ou par leurs intérêts pour les États-Unis ou la Russie. Au moins, c'est plus assumé aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Façon. Et c'est en ce sens que vraiment la vision de la loi de la jungle ou du western comme métaphore ou image du nouvel ordre international est tout à fait significative, je trouve, parce que on retrouve le même schéma, celui où regarde l'expression qu'a mobilisé le vice-président Vance à Munich. Il a parlé d'un nouveau shérif qui arrivait. Nouveau shérif. Et effectivement, c'est ainsi qu'il perçoit la scène internationale où finalement il y a un arbitre, c'est le plus fort et c'est lui qui fixe les règles. Et donc l'espèce de paternalisme occidental vis-à-vis de ce qu'on appelle le Sud global pourrait être désormais mort et enterré, quoi. Si le Sud global, en l'espèce, a les moyens aussi de ses ambitions. Encore faut-il préciser que derrière l'expression englobante de Sud global, il y a en vérité des puissances différentes qui ont leur propre agenda, leurs propres intérêts. Donc attention, le Sud global, c'est pas une entité unique, c'est pas un bloc monolithique. Il y a même au sein du Sud global une compétition interne. Il suffit de souligner notamment la concurrence entre l'Inde et la Chine, qui illustre parfaitement le fait qu'il faut garder une forme de recul par rapport à cette image du Sud global qui constituerait un bloc tiers par rapport à la confrontation qui se dessine entre un ensemble occidental et un ensemble ou un duo russo-chinois. Merci beaucoup, Bélir, pour cette nouvelle chronique.